Combien sommes-nous? Combien sommes-nous à être passés de gauche à droite? Damien Rieu prétend que nous sommes des millions. Peut-être, ou pas. Et combien sommes-nous à l'avoir assumé? Quel prix avons-nous payé? Sur Twitter, Marguerite Stern a fait la promotion de son dernier ouvrage, Les rives contraires, l'histoire de son passage de la gauche à la droite. J'ai hésité. J'ai hésité à acheter son livre. Vais-je m'y retrouver ou pas du tout? Et qu'est-ce qui me ferait le plus peur de ces deux hypothèses? Quand j'étais de gauche, Marguerite Stern était fémène. Je la trouvais trop. Aujourd'hui, nous sommes de droite et je la trouve trop. Ai-je peur de lui ressembler? Ou ai-je peur de l'inverse? Comme beaucoup, j'ai payé ma transition dans le silence de l'anonymat. Sa notoriété met sur la place publique nos existences. Mais avons-nous vraiment des expériences similaires? Et l'idée d'acheter son livre et de le lire me trotte dans la tête. C'est fou ce qu'une idée peut trotter dans la tête. Sur Twitter, j'ironise. Aurait-elle pris goût à l'écriture? Et là, surprise improbable, elle me répond. Et ce qu'elle me répond me touche. J'aime énormément écrire, même si c'est aussi l'un des pires trucs au monde. Mais ce que j'aime moyennement, c'est de devoir en parler, parce que ça ne sera jamais comme dans le livre. J'avais en effet beaucoup de choses à dire, maintenant c'est couché sur le papier, et ça me semble tellement trop intime et complexe pour être raconté à l'oral. Le prochain sujet tourne dans ma tête. On verra bien si je lui donne forme. Merci pour votre message. J'en ai encore des frissons. 1 heure plus tard, j'achète son livre dédicacé, s'il vous plaît, et je sais que la lecture va me questionner. Le livre commence avec ce frère mort qu'elle n'a pas connu. Petite, j'avais un grand frère imaginaire. Fortuitement, j'ai appris qu'il était peut-être pas si imaginaire que ça. Paradoxalement, à partir de ce jour, il a disparu de ma vie. Je vais tomber dans ce livre comme on s'enfonce l'abîme. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Le récit de sa vie dessine le personnage. Certains passages ont la poésie de l'enfance ou de l'innocence, et pourtant rien de niais. Elle y aborde des sujets lourds tels que sa maladie restant jusque-là sans diagnostic. Elle aussi. Combien de femmes que je connais souffrent de ces maladies qui semblent échapper à la médecine? À combien de femmes les médecins ont expliqué que c'est psychosomatique, pour ne pas dire de l'hystérie? Quand j'ai lu ça, une scène m'est revenue, ma neurologue me disant « Les médecins, 8 ans d'études, tout ça pour comprendre que le cerveau, oui, c'est dans la tête. » Mais au-delà, nos expériences personnelles dans nos corps sont-elles responsables de nos engagements? À propos de ce sujet, Marguerite Stern écrit « Avoir mal deviendra ma normalité. On ne s'habitue jamais à la douleur, on s'y adapte. » La douceur printanière de ces mots cache la fournaise des déserts. Marguerite Stern n'étalera pas sa vie, il va falloir lire entre les lignes. Le récit de ses engagements continue, tout y passe, les fémènes, la jungle, son incapacité à rester inactive, ses collages, mais aussi ses expériences dans des structures sociales. Elle y voit toutes les dérives, mais elle ne les comprend pas, ou refuse de les comprendre. Elle voit que les mouvements de gauche ont le soutien de la presse, mais elle mettra des années à se rendre compte de l'hégémonie du soft power dont bénéficie la gauche. Elle voit que l'islam est intouchable. Ils, les journalistes, ne nous abandonneront qu'une fois, le jour où on se mettra en tête d'aller emmurer la mosquée de la rue Jean-Pierre Timbaud avec des livres. Elle sait que, pour eux, les immigrés, les étrangers, elle n'est qu'une bourgeoise blanche. Mais elle s'adapte en partageant leurs références culturelles. L'inverse n'est jamais vrai. Et là encore, elle ne dit pas tout. C'est flagrant concernant son expérience dans les centres d'accueil. Pudeur? Dirait-elle, la croiriez-vous?
Si mon expérience n'est pas celle de Marguerite Stern, elle a également des points communs. Et ces centres d'accueil, je les ai fréquentés. Et, faut le dire, il y a des anecdotes que je raconte assez facilement en soirée. Comme ce jour où, visitant une structure, je tombe face à un jeune homme qui sort de la douche. Il est persuadé que je n'ai jamais vu le grand méchant loup. Et là, il me fait l'hélico. Mais il y a aussi toutes les choses que l'on tait, comme à propos de l'entrisme islamique. De toute manière, vous croiriez que l'on ment. La vie de Marguerite Stern commencera à basculer pendant le Covid. La mienne aussi. Mais avant d'aborder ce sujet, prenons une pause. L'objet de cette vidéo n'est absolument pas de vous raconter chapitre par chapitre le livre de Marguerite Stern, mais d'essayer de trouver les similitudes dans l'expérience de ceux qui ont viré à droite. Et d'ailleurs, pouvons-nous réellement parler de virage ? Traitez vos adversaires de fascistes. Pendant qu'ils se justifieront, vous pourrez leur porter de nouveaux coups. Staline. Jusqu'à l'époque du Covid, chacun d'entre nous savait que l'on ne pouvait pas tout dire si l'on voulait être respectable. Mais même à gauche, on savait qu'il y avait des limites. On ne pouvait pas insulter n'importe qui sous prétexte qu'il avait une idée qui nous déplaît. Le Covid a été un traumatisme. Quelque chose a changé et cassé. Ce qui permet de faire société semble s'être dissolu. Certains n'ont plus de limites. Et pour faire tenir leur petit monde, ils se sont enfoncés dans les illusions. Pire, ils ont exigé que les autres les suivent. L'exclusion de Marguerite Stern des gens respectables se fait autour de la transition de genre. Elle sera qualifiée de TERF. Et pour avoir discuté avec des personnes ayant des parcours similaires, j'appelle cela le baptême du facho. La première fois où vous êtes exclu, où on vous qualifie de TERF, raciste ou facho, l'un n'excluant pas l'autre. Quand vous travaillez dans l'ultrasocial, l'humour noir est de rigueur. Il y a une forme de cynisme. Ce jour-là, je manage une réunion comme j'en ai tellement fait. Et quelque chose bloque, mes interlocuteurs pourrissent le travail. Une nénette dans son petit voile, d'ailleurs avant, j'en voyais pas, lâche les termes. Madame, vous faites l'hypothèse que les problèmes au Moyen-Orient vont persister. Vous êtes raciste. 3 mois plus tard, les États-Unis quitteront l'Afghanistan. Mais surtout, le directeur se fendra d'un appel pour me rassurer sur la qualité de mon travail. Je comprends qu'un fossé se creuse entre ces pseudo-bénévoles et les directions. Certains semblent perdre complètement pied avec les réalités. Ce fossé existait certes déjà avant, mais il devient infranchissable. Mais plus encore, être qualifié de TERF, de facho, de raciste, vous éjecte du camp du bien, mais vous éjecte même des personnes avec qui on peut travailler, on peut discuter. Peu importe que, comme Marguerite Stern, vous soyez la mère des collages, peu importe que la personne qui vous accuse, insulte, diffame, ne soit que un révolutionnaire en charentaise qui milite depuis son canapé sur Twitter. À partir de là, vous êtes une cible. Un autre événement va permettre à Marguerite Stern de tourner la page. Dora Muto lui fera remarquer qu'elle agit vis-à-vis du RN comme les trans agissent vis-à-vis d'elle. Elle exclut, juge, excommunie, érige un cordon sanitaire. Et je crois qu'on a tous une personne qui nous a ouvert les yeux. Moi, ce fut mon conjoint, un homme anachronique. Je n'aurais jamais cru qu'une personne comme lui existe et encore moins qu'il me rende heureuse. J'ai pensé le quitter. Quand même, il est d'extrême droite. Enfin, ce que je définis à l'époque comme étant l'extrême droite. Finalement, mon expérience n'est pas si différente
entendu des témoignages qui relatent le même type d'événement. Mais arrêtons-nous un instant. Sa transition commence là. Car jusqu'à présent, elle n'est actrice de rien. C'est la gauche qui l'a exclue. Et la droite, elle, accepte juste de discuter. Mais à l'instant T, elle n'a pas changé sa manière de penser. Alors, dans son livre, elle va énormément justifier ses changements de position sur un certain nombre de sujets. Pourtant, les raisonnements qu'elle tient aujourd'hui sur l'immigration ont exactement les mêmes mécanismes que les raisonnements qu'elle a tenus sur les trans. Et elle le dit. Pire, je trouve dans ses contenus, de droite, une logique similaire à celle que j'ai développée contre le transgenrisme. Mon conjoint finira par me dire que je suis plus à droite que lui. Je ne comprendrai pas. Je croirais même qu'il me fait de la provoque. Ce que je dis à ce moment-là, je l'ai toujours dit pour moi, et cette logique, je l'ai toujours tenue. Et c'est un peu ce que je comprends à travers le témoignage de Marguerite Stern. Finalement, on a un discours relativement similaire. Et je vous vois derrière l'écran vous demander si finalement, en tant que faible femme, je n'aurais pas juste été influencée par mon conjoint. Je me suis posé la question. Tout comme Marguerite Stern se demande si elle n'est pas en train de reproduire exactement les mêmes erreurs dans son engagement d'aujourd'hui que celles qu'elle a produites dans ses engagements d'hier. Elle écrit « Mais si la vérité profonde est que je n'ai tout simplement aucune conviction politique, mon inconscient pourrait vouloir me le cacher. Et si sans m'en rendre compte, ce changement de cap n'était motivé que par le besoin qu'il se passe quelque chose, l'addiction, l'adrénaline. Pourtant, l'adrénaline n'est pas là. Elle me manque. » Et nous sommes tous remis en question. Nous avons tous essayé de comprendre pourquoi nous avons changé. Certains ont cherché à l'intellectualiser. Et c'est exactement ce que fait Marguerite Stern lorsqu'elle explique qu'elle fait le parallèle entre le grand remplacement de Néandertal par Sapiens avec ce qui se passe aujourd'hui. Mieux, elle conclut. Mais il n'est pas impossible que nous vivions en réalité la fin d'un grand remplacement encore plus vertigineux, celui de Néandertal, entamé il y a une dizaine de millénaires. Oh, si vous me connaissez, vous savez que j'apprécie ce type de parallèle. J'adorerais lui poser des questions, et j'espère que son prochain livre sera sur ce sujet. Et pour la suivre, c'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, parmi toutes les théories qu'elle expose, la droite de toujours retiendra la suivante. Elle, la gauche, déresponsabilise l'être humain en lui faisant croire que l'État est sa mère. Devenir adulte, ça n'est pas sortir des jupes de sa mère pour que l'État la remplace. Sortir de la gauche, c'est sortir de la puérilité. C'est devenir adulte. Voilà pourquoi la plupart des passages entre les deux camps se font de gauche à droite et pas de droite à gauche. Avec le temps, on gagne en maturité, normalement. Le fatalisme fait partie de la gauche. Combien ai-je entendu de discours sur le tragique de la vie? Mais la droite, elle, aimera ce discours parce qu'elle lui donne le beau rôle. Bref, la droite ressortira cet extrait pour des raisons puériles. La théorie que je partage avec Marguerite Stern est que si beaucoup restent à gauche, c'est pour des raisons de survie. Ils ne veulent pas être rejetés du groupe. Comme elle l'explique, être du côté du harceleur est une stratégie efficace de survie à court terme, même si elle est délétère pour la personne et pour le groupe à long terme. De plus, il est bien plus coûteux en énergie de reconnaître sa propre connerie plutôt que de déployer des arguments fallacieux pour continuer à s'y enfoncer. Voilà pourquoi la plupart des gens de gauche ne passent pas à droite. Et ça illustre parfaitement une phrase complètement
complètement faux ce que je dis régulièrement. On rentre dans le social, on est à gauche, on en sort, on est à droite. C'est vrai à un détail près. On voit tous la même chose quand on travaille dans le social. On raconte tous la même chose quand on travaille dans le social. Mais il est interdit de poser les questions qui fâchent. Aujourd'hui, poser ces questions vous voue aux gémonies. Interdire de parler, c'est interdire de penser. Une fois que vous êtes exclu, socialement mort, une fois que vous pouvez dire que vous êtes d'accord avec Zemmour sans que cela ne vous coûte socialement rien, qu'est-ce qui vous empêche de dire le réel, de le penser et d'en tirer des conclusions? Plusieurs définitions de ce qu'est la gauche me paraissent acceptables, et la plus simple, donc la meilleure, est la négation du réel. De là découlent tant de symptômes. Eh bien, il y a encore un prix à payer. Certes, nous pouvons nous interroger sur l'universalisme, la peine de mort, et pourquoi Marseille n'est plus ce qu'elle fut. Et en s'interrogeant, en cherchant, on finit par trouver des réponses claires. Mais pourquoi je vous parle de Marseille soudainement? Marguerite Stern écrit « Marseille, la rue pour une femme est terrible ». Marseille ne fut pas toujours ça. J'ai appris récemment que Marseille fut l'une des dernières grandes villes françaises colonisées par les frères musulmans. Vous connaissez les frères musulmans? Je veux dire en vrai, pas à travers les livres de Florence Bergeaud-Blacker. Ouvrir les yeux et aussi passer par le deuil de Marseille. Marseille, que j'ai connue, n'existe plus, et peut-être qu'elle n'existera jamais plus. À Marseille, je suis devenue exotique. À Marseille, où pourtant j'ai mes racines. Car oui, se poser les questions, c'est accepter de se confronter aux réponses. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Et franchir ce pas de se confronter aux réponses dépend de vous. Et si vous vous confrontez au réel, alors rien ne vous permettra de retourner à vos anciennes illusions. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Vos relations sociales deviendront un calvaire. Et n'imaginez pas pour autant que vous soyez accueillis à bras ouverts par vos anciens adversaires politiques. Je suis une traîtresse assumée. Cela m'attire autant de mépris que de fascination. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Voilà, vous venez de payer le prix. Vous avez perdu vos illusions, votre confort professionnel. Vous avez perdu des proches. Et vous n'avez rien gagné. Pourtant, vous n'avez pas vraiment changé. Ni Marguerite Stern, ni moi, ni peut-être même vous qui m'écoutez. Passer de gauche à droite, ce n'est pas transitionner, voyager d'une rive à l'autre, révolutionner sa manière de penser, faire le deuil de soi. Non. Non, c'est une dérive immobile. Passer à droite, ou plus exactement sortir de la gauche, après en avoir été exclu, c'est sortir des mantras, de l'hypnose. Nous sommes sortis de l'hypnose, maintenant que nous sommes socialement morts. Nos cerveaux n'ont plus besoin de ce flou brumeux, de ces mensonges, pour survivre. Maintenant, nous pouvons dire le réel. Le passage à droite est un aller simple pour le réel.